Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du coup de l'écho crypto. Nous sommes le 16 avril 2022, il est exactement 15h28 et nous allons commencer du coup notre épisode. Donc comme je vous le rappelle, on a lancé cette série du coup depuis 2 semaines maintenant. Donc c'est une émission hebdomadaire dans laquelle on essaie de, de vous expliquer un petit peu le contexte économique actuel et ensuite de le corréler un petit peu au marché des cryptos et d'analyser quelques cryptos avec vous. Donc là, en l'occurrence, cette semaine, ça sera Bitcoin et Ethereum et peut-être qu'on ira faire un altcoin comme Atom. Voilà, écoutez, peut-être pour commencer aussi, n'hésitez pas à, aller sur, notre chaîne Twitch pour nous suivre tous les mercredis soirs à 21h, donc dans l'atelier crypto avec Teslark et moi-même. Hésitez pas non plus à aller, visiter un petit peu la chaîne YouTube. On y met du contenu, autour des crypto-monnaies, donc la chaîne YouTube, l'atelier crypto. Vous avez tous les liens en description juste en bas. N'hésitez pas également à mettre un petit like, un pouce bleu avec un petit abonnement sur la chaîne pour, suivre toute l'actualité et recevoir la notification, dès qu'on sort la vidéo. Voilà, en tout cas merci pour votre engagement et vous êtes de plus en plus nombreux, sur la chaîne, notamment sur Twitch. Alors, nous allons commencer. Je vais basculer sur donc la heatmap de Coin360. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est plutôt stable en crypto-monnaie. On a une variation de 1%, pas plus, hein. Vous voyez BTC à 0,65. On a bien chuté sur les 7 derniers jours. Donc, map plutôt stable aujourd'hui, normal, nous sommes le week-end, les marchés, ne bougent pas trop, les liquidités ne sont pas forcément là le week-end, mais plus la semaine. Donc n'hésitez pas à venir le mercredi soir où on fait aussi une analyse, en milieu de semaine. Là, on va essayer d'anticiper un peu l'avenir et on va essayer d'anticiper tout simplement, ce qui peut se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Pour ça, donc je vais reprendre mes notes. On va essayer de faire une petite intro au niveau de ce qui se passe en Europe, parce que je pense que c'est très important ce qui se passe en Europe. On regarde souvent les États-Unis et je suis le premier à le faire, mais je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses à dire en Europe. Alors, petite introduction macroéconomique, autour de l'euro. L'euro-dollar, donc on va revenir sur le chart euro-dollar. Qu'est-ce qu'on remarque? Du coup, l'euro a fait une énorme chute. Il a pris, 0,56% sur, la semaine. Il a plongé à 1,0828 face au dollar jeudi et il est même allé au plus bas, à son plus bas depuis plus de 2 ans, donc du coup qui est 1,0758. Donc ça, c'était vendredi, clôture de la semaine. Donc un marché qui était vraiment, un peu étouffé par, tout ce qui se passait, en Europe et puis, tout simplement et tout bêtement le week-end de Pâques où il y a très peu de personnes sur, le marché professionnel en Europe. Comme ici vous le voyez, à l'écran, donc là on a l'euro face au dollar. On vient de casser une trendline, donc là je suis en données, monthly, donc en données mensuelles. Là on voit très bien que, j'ai tracé ma droite de tendance sur, des lignes de clôture, pardon. Et la droite jaune est le dernier support qu'on avait sur les mèches depuis le 1er décembre 2016. Donc vous voyez, on vient de casser une tendance qui quand même date depuis le 1er décembre 2016 face au dollar. Réaction de l'Europe face à ça? Beaucoup d'inflation dans la zone euro, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que Christine Lagarde, présidente de la BCE, nous a dit? Elle a dit qu'elle n'était pas pressée, en tout cas, de relever les taux d'intérêt directeurs. Donc, taux d'intérêt, dans le cas d'une montée des taux, ça préserve généralement de l'inflation. Ça fait sortir les liquidités des actions, des actifs risqués, et du coup, on va chercher généralement plus, en tant qu'institutionnel, de la réserve de valeur, ou tout simplement, on va aller chercher des obligations. Donc, le contexte, Christine Lagarde nous dit qu'il y a une persistance des coûts énergétiques qui sont très élevés,
qu'on conjugue ça à une perte de confiance du marché et une perte de confiance des particuliers et ça pourrait baisser la demande et freiner la consommation de la zone euro. Tout simplement, la zone euro était vraiment dans une optique où, OK, on sort de Covid, les gens ont épargné, on veut faire sortir des liquidités, la consommation va continuer. Mais là, on s'aperçoit qu'on reste dans un climat très incertain. Il y a beaucoup de gens et c'est normal, qui sont anxieux de la guerre en Ukraine. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe face à ça? C'est que les gens vont arrêter les dépenses, l'épargne ne va pas sortir, et du coup, la Banque Centrale Européenne va devoir de nouveau imprimer des billets et faire fonctionner le marché à elle toute seule, ce qui peut entraîner une encore plus grosse inflation. Pour rappel, donc, c'est ce que je m'étais noté pour après, on est à 7,5% d'inflation sur un an, depuis le mois de mars. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ce qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que vous prenez votre salaire, si vous n'avez pas eu d'augmentation, vous enlevez 7,5% et vous avez votre salaire actuel. Donc ça fait mal. On est bien d'accord. Donc ces incertitudes sur l'évolution de l'activité en Europe expliquent la prudence de la zone euro, hein, qui, à la différence de la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, n'a pas amorcé de hausse des taux directeurs. C'est ce que je vous expliquais il y a un instant. Et du coup, malgré l'inflation de 7,5 depuis un an. Donc le dollar, il est en pleine forme. On nous a indiqué du coup, par un membre de la Fed, John Williams, jeudi, qu'une hausse des taux d'1,5 de pourcentage était une option raisonnable et du coup qui allait, continuer à faire accélérer ce marché américain face au marché européen. Donc c'est un nouveau sommet pour le dollar index. Hem, le dollar index que j'ai ici normalement, pardon. Tac. Nouveau sommet depuis plus de 2 ans pour le dollar index. Il a atteint les 100,50 points, donc ce qui est vraiment très bon pour lui. On voit qu'il casse des trendline sur trendline. On voit qu'on est toujours à faire une sorte de double creux pour aller chercher plus haut. Donc le dollar a de la pêche. Pourquoi je vous dis ça? Et je le rattache aux crypto-monnaies tout de suite, c'est que vous le savez sûrement, quand le dollar baisse, le Bitcoin monte, quand le dollar monte, le Bitcoin baisse. C'est inéluctable. C'est comme ça que ça marche et je pense que, celui qui vous dit le contraire n'a pas forcément raison. C'est pareil, le marché Bitcoin est beaucoup corrélé au Nasdaq et au S&P 500. Je vais peut-être le corréler un peu plus au Nasdaq qui est plus volatile, mais voilà. En résumé, du coup, on va faire un petit résumé avant de passer, un peu plus aux crypto-monnaies. Ça nous fera notre intro des 10 minutes, hein, on fait sur un format de 20 minutes. En résumé, la guerre en Ukraine affecte gravement l'économie de la zone euro et a considérablement accru l'incertitude. C'est une certitude pour le coup. L'impact de la guerre dépendra sur l'économie, hein, dépendra de l'évolution du conflit. Est-ce que nous allons rentrer dans une guerre longue, profonde? De nouveau, peut-être une phase offensive des Russes? Est-ce qu'ils vont employer la force tactique nucléaire? Toutes les hypothèses sont sur la table, hein. On est dans un climat d'incertitude totale. On voit qu'ils ont attaqué des bombardements à Kiev. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire. L'impact de la guerre, donc du coup, et de ses effets, il y aura forcément un impact sur l'économie européenne. On a les sanctions qui sont arrivées face à la Russie et potentiellement des mesures supplémentaires qui viendront impacter la croissance européenne. L'inflation reste très haute, va sûrement continuer dans les prochains mois puisque l'Europe n'a pas décidé de augmenter ses taux directeurs de façon conséquente comme essaye de le faire l'Amérique. La BCE, du coup, va être très attentive aux incertitudes qui vont persister et du coup, potentiellement, à moyen court terme, rehausser les taux directeurs, redonner de la pêche à l'euro, parce que là, on arrive sur quand même des grosses cassures, hein. On le voit bien ici, on a cassé la dernière trendline. Donc, les prochaines semaines, les prochains mois, on parle de mois souvent sur des devises comme ça, seront très importants. Voilà. Donc, je pense que le calibrage de toutes ces politiques monétaires va se faire vraiment sur l'évolution, très factuelle de ce qui se passe en Ukraine et potentiellement, d'un regain de vigueur du Covid. Par exemple, on l'a vu en Chine,
ce qui va peut-être ralentir aussi l'économie mondiale. En tout cas, attention à ce contexte macroéconomique. Deuxième point très rapide, je ne vais pas rentrer dans la politique, on approche des 10 minutes de vidéo déjà. Il y a une tension européenne qui est palpable sur la présidentielle française. Pourquoi? Parce que la France est une des plus grandes forces de l'Europe, c'est une certitude, et on a une présidentielle face à deux opposés, deux blocs. On a un bloc plutôt pro-européen et un bloc plutôt pas anti-européen, même s'ils l'ont été à une époque. Je parle de Marine Le Pen ici. On a un bloc anti-européen, en tout cas qui est réfractaire face à l'Europe, c'est indéniable, et qui a une envie de sortir de l'OTAN. Je cite encore les propos de Madame Le Pen dans la presse cette semaine. Donc du coup, effectivement, l'Europe a un petit peu peur d'un changement qui ferait que la présidence de l'Union européenne tomberait dans les mains potentiellement d'une personne qui n'a pas forcément des envies avec l'Europe. Et donc, du coup, forcément, la BCE et tous les pays européens se posent la question de comment ça va se passer, puisque la France dirige quand même en grande partie l'Europe. En tout cas, a un poids conséquent. Donc voilà, un petit peu cette tension qui est palpable dans les pays. On a vu notamment des sorties du Luxembourg là-dessus. Bien entendu contesté sur le fait qu'ils étaient un paradis fiscal, mais ça peut-être qu'on y reviendra dans un second, peut-être une seconde émission ou dans un live, puisque j'ai un aperçu un petit peu différent sur le Luxembourg et je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà. Voilà le contexte macroéconomique. N'hésitez pas à commenter si vous avez des points supplémentaires. Et puis on va passer aux analyses de Bitcoin et Ethereum. Et puis si on a un petit peu de temps, on essaiera d'analyser Atom. Et pour les prochains lives, je vous laisserai le soin de voter sur Twitter l'altcoin que vous préférez. Très bien. Donc du coup, si on regarde très rapidement l'image crypto dans son ensemble, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit sur 7 jours ici, vous voyez la colonne en rouge, principalement en rouge, on voit un recul de 5% de Bitcoin, 5,5% d'Ethereum. Voilà, on a des performances qui derrière pour les altcoins, je pense à Terra Luna par exemple qui est à -14, à Avalanche qui a pris un sacré coup sur la tête, -8 et -18 sur les 90 derniers jours, pardon. On a très peu de grosses performances, des performances anecdotiques sur Shiba Inu par exemple, Shiba Inu qui était monté, mais voilà, crypto-monnaie avec très peu de fondamentales derrière, mais qui était monté notamment par des annonces de listing sur Robinhood, donc plus des actualités qui font pumper certaines crypto-monnaies. Sur des crypto-monnaies comme celle-ci, le pump aurait pu être des fois bien plus gros, parce qu'on sait très bien l'engouement de certaines personnes pour ces crypto-monnaies, mais voilà. Donc un marché qui a du mal à se relancer dans ce climat d'incertitude, et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette incertitude, et c'est pour ça que chaque vidéo, le samedi, nous parlons de cette macroéconomie qui me met en chair. Alors, Bitcoin. Bitcoin, nous allons partir, on va toujours faire ça. La time frame la plus grande, monthly, weekly, daily. Je vais vous donner mon avis à chaque fois sur les 3 time frames pour BTC et ETH. BTC, en monthly, donc si vous avez suivi le live de mercredi, c'était un peu une redite. En monthly, on a un MACD qui a croisé bearish. Donc du coup, hop là, je vous mets ça tout de suite. Le MACD qui a croisé bearish, ici, vous le voyez. Bearish, pardon pour mon accent, qui a croisé bearish, ce qui n'est pas forcément très positif sur du monthly, ça fait 4 mois maintenant. On voit qu'on creuse pas encore et qu'on s'essouffle pas sur le bearish. On l'a creusé bien plus profond que la dernière vague baissière, donc voilà. Là, c'était le dernier bear market et nous avions bien creusé sur le MACD. Le MACD, toujours, attention, ce n'est pas un indicateur de prix, mais de sentiment, de momentum. Ce n'est que des moyennes mobiles qui se croisent. La 12 et la 26. Voilà. Le MACD étant dit, nous avons en Ishimoku, ce qui me tient à cœur,
En Ishimoku, vous voyez ici en rouge la Kijun, en bleu la Tenkan et en dessous le nuage. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que le cours est toujours au-dessus du nuage. Pas de surprise, on a perdu la Tenkan une fois, puis on l'a reperdu 2 fois ici au mois de décembre 2021. On perd la Tenkan forcément dans la mécanique Ishimoku, on va tester la Kijun. La Kijun est testée, on clôture au-dessus de la Kijun. 2 fois on la teste, la Kijun tient. Et là, il faut aller attaquer la Tenkan et vous voyez que ça bloque. Ça bloque et on redescend sur ce mois d'avril. Voilà. Attention en monthly, le niveau le plus important c'est la Kijun. Quand on passe la Kijun, nous sommes en bear market. Quand on clôture en dessous de la Kijun, nous sommes généralement en bear market. Petite indication assez importante, le SHOP, indicateur de volatilité, ici que vous voyez en bleu, le Shoppiness Index. Le SHOP est un indicateur que vous devez regarder pour la volatilité. Généralement, quand il est chargé au-dessus de 60, donc sa zone de neutralité, on va dire, un peu comme le RSI, et quand il commence à charger, à monter fort, à un moment il se décharge, et ce moment où il se décharge, il y a un fort mouvement de volatilité. Vous voyez, depuis le début de la création de Bitcoin, le SHOP n'a jamais été chargé à ce stade. Attention, nous sommes en train de nous décharger. Nous nous déchargeons, malheureusement, la direction de la décharge, nous ne savons pas vraiment, c'est toujours le problème. Quand on se décharge sur le SHOP, la volatilité soit à la hausse, soit à la baisse, et elle ne nous donne pas l'indication. En tout cas, cet indicateur ne donne pas l'indication de sens au cours. Mais ce qui veut dire que dans les prochains mois, le prochain mois, tout simplement, puisqu'il est en train de se décharger, je m'attends personnellement à un fort mouvement, à la hausse comme à la baisse, qui va arriver. C'est indéniable. Nous allons le voir en weekly, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide. Je vois 17 minutes, les minutes tournent. En weekly, on a un MACD qui n'est pas franchement bullish, hein, comme vous le voyez ici. Notre MACD est quasi en train de recroiser bearish. Ce n'est pas très positif. Nous avons un shop également qui est chargé à fond. La dernière fois, et je vous l'avais présenté au live de mercredi, la dernière fois qu'il était chargé à ce stade, nous avions pris un moins 50%. Attention, attention. Potentiellement, ça peut faire plus 50, mais ça peut faire aussi moins 50. Et est-ce que vous êtes prêts à ce stade-là? Ça, c'est à vous de le voir, de le constater. Indicateur Ishimoku, donc plus sur le prix cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a perdu en weekly, on a perdu la Tenkan. On a perdu la Tenkan, pardon, on a perdu la Kijun. Là, nous avions repris la Tenkan. Nous avons perdu la Tenkan. Et forcément, nous sommes allés tester le nuage, comme à chaque fois. Quand vous perdez la Tenkan, vous allez chercher la Kijun, quand vous êtes en situation haussière, et ensuite vous allez chercher le nuage. Dans une situation baissière, comme ça, si nous perdons la Kijun, la Tenkan, puis la Kijun, nous venons retester la Tenkan, bah, si on passe pas, on va retester le bas du nuage. Donc, qu'est-ce que je m'attends? C'est sur la prochaine semaine, la semaine qui arrive ici, et je vous l'ai dit en live, je vous l'ai dit mercredi soir, je m'attends à un fort mouvement de volatilité. Attention, attention, ici, il faut tenir le nuage. Il faut tenir le nuage. Il faut avoir des volumes à la hausse. Sinon, nous irons bien plus bas. Attention. Nous sommes dans des niveaux cruciaux. En daily, nous avons un MACD qui se fatigue. Donc là, nous rentrons dans une phase où, vu que je suis en train de vous dire qu'en weekly, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans la prochaine semaine, nous allons regarder en daily, potentiellement, pour savoir quelle sera la direction. La direction, en daily, elle est très incertaine également. Nous avons un MACD qui se fatigue, qui est toujours bearish, mais de moins en moins. Nous avons un shop qui est déchargé, donc qui n'a pas vraiment d'intérêt sur le coup. Et par contre, nous avons sur notre Ishimoku, vous le voyez ici, nous avions perdu la Tenkan, perdu la Kijun directement. Vous voyez cette bougie qui vient
accélérer le mouvement dès qu'on a perdu la Tenkan. On vient tout de suite retester la Kijun. La Kijun ne passe pas, nous la traversons. Nous venons tester directement le nuage. Bas du nuage, nous clôturons au-dessus. Nous essayons de nous relancer. Retest du nuage. Nous essayons de nous relancer. Et là, nous arrivons à un stade où le nuage est en train de monter, tout simplement. Donc, demain, il va y avoir un retest du nuage. Demain, il y a un retest du nuage. Est-ce que nous allons le réintégrer ou est-ce que nous allons tout simplement chuter ou encore tout simplement monter petit à petit sur le nuage? J'aimerais penser que nous allons monter petit à petit sur le nuage. Demain, déjà, sur un jour qui est pourtant un dimanche, nous allons déjà avoir une indication. Je le pense. Attention, à voir avec le nuage du coup demain. Nous essaierons de faire peut-être un update demain sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir sur Twitter, d'analyser un petit peu comment le marché aborde cette journée qui va lancer un retest du nuage. Toujours notre scénario classique en daily, notre scénario Elliotiste, ici, et ça sera mon dernier point sur Bitcoin. Notre scénario Elliotiste, qui n'est plus un scénario très certain, puisque nous sommes tombés sur une vague 2 ici, qui est beaucoup trop basse, normalement. Nous avons testé un dernier objectif, le 38 800. Si nous passons en dessous des 38 800, il n'y a plus de possibilité de voir les vagues d'Elliott telles qu'elles sont indiquées ici. Voilà. Mais ce scénario est trop incertain pour se baser uniquement dessus. C'est pour ça que nous travaillons un peu plus en ce moment sur d'autres indicateurs. Ethereum, très rapidement, avant de mettre fin à ce live, à cette vidéo, pardon. Ethereum, très rapidement, en monthly, on va pas s'attarder non plus, mais la Kijun à tenir, on a toujours clôturé au-dessus, sur la Kijun. Si on clôture en dessous, c'est que nous sommes en bear market. Toujours pareil, en monthly. En dessous de la Kijun, en bear market. Le MACD qui croise bearish, qui n'est pas du tout positif, sur le sentiment de marché. Le shop qui commence à se charger. La volatilité qui va revenir. Attention sur ETH. Attention. Ne pas perdre la Kijun. La perte de la Kijun veut dire la perte du retournement bullish d'Ethereum. En weekly, très simple à analyser. Nous avons perdu la Tenkan, nous avons perdu la Kijun, toujours pareil. Nous venons tester le nuage. Réintégration du nuage. Double touchette sur la Kijun. Double touchette sur la Kijun. Regardez bien. Double touchette en clôture sur la Kijun. On teste une fois, ça ne passe pas. La journée d'après, le marché le prend du coup comme tout simplement un mauvais signe et vient casser et retester le nuage. Nous testons le nuage, ça ne passe pas. Nous allons tester du coup la Tenkan. Et vous voyez comment c'est précis, je vous l'avais montré mercredi soir. Nous venons tester la Tenkan. La perte de la Tenkan-sen voudrait dire retest du nuage bien plus bas. Ça voudrait dire qu'on viendrait tester le nuage maximum ici, sur la prochaine semaine, en une semaine, à 2300, ce qui serait très dur pour le marché. Ou progressivement, nous allons tester jusqu'au 2600, puisque le nuage est un petit peu plus haut à ce niveau-là. Mais il faudrait tenir plusieurs semaines. La prochaine semaine est cruciale. En daily, pour terminer, ça sera quasiment la dernière chose que je vous dirai dans cette vidéo. Peut-être qu'on fera un tour avec Atom rapidement par rapport au dernier live. Mais on a traversé la Tenkan, on a traversé la Kijun, même scénario. Et là, nous sommes en train d'être entre les deux. Nous n'allons pas tester le nuage. Le marché a décidé de racheter sur les zones d'achat. Nous sommes dans une sorte de latéralisation de 4 jours. Alors, c'est pas énorme, hein, 5 jours bientôt. Attention, nous pouvons aller retester le nuage. Techniquement, nous avons perdu cette Tenkan, cette Kijun, pardon.
Et si nous la perdons, normalement, nous devons aller tester le nuage. Et le marché, pour l'instant, rachète, puisqu'il y a d'autres zones de confluence avec d'autres indicateurs qui, par exemple, ici, sont le rectangle violet, qui est une zone de rechargement institutionnel. À ce niveau-là, vous voyez, ça a été racheté à chaque fois. Calculé sur des ratios de Fibonacci, et non pas sur le cours directement. Donc, à chaque fois, nous avons défendu ce prix. Prochaine zone de rechargement, les 1009. Donc ça fait quand même très très long. Voilà. Donc un marché crypto très incertain, un marché crypto qui est à la limite de craquer, mais un marché crypto qui appelle beaucoup de volatilité pour la semaine prochaine. La semaine prochaine sera cruciale. Cruciale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Nous ferons un tour sur Atom très rapidement mercredi, puisque nous avions tracé mercredi dernier des droites de support que nous avons retesté toute la semaine, vous le voyez. Donc ça sera peut-être intéressant de le retravailler mercredi avec vous en live. N'hésitez pas à venir le mercredi nous donner vos crypto-monnaies que vous voulez analyser. Et puis voilà. Tout simplement, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Et puis on se retrouve mercredi en live sur Twitch, sur la chaîne WillDT11. Merci à tous, excellente fin de week-end et bon week-end de Pâques.